à tous, Aurélien Broussal-Derval pour un nouvel épisode ABD Podcast. Je reçois aujourd'hui mon ami Seb Durand qui va venir nous parler de tennis. Merci Seb merci, de prendre merci un à petit peu de toi. temps. Bonjour à tous. Il nous parle de tennis parce que préparateur physique dans le tennis de très haut niveau, c'est le préparateur physique de Dimitrov. Et du coup, on va parler sur ce premier épisode de la complexe gestion de la saison et même d'un tournoi, puisque on a l'impression en tant que spectateur qu'il joue tout le temps. Oui, c'est ça. Et c'est pas faux. C'est pas qu'une impression. Et c'est pas qu'une impression, c'est une centaine de matchs par an. 100 matchs par an. Wow. C'est à peu près, évidemment, ça dépend, puisque quand on commence un tournoi, on sait quand est-ce qu'on le commence et on ne sait pas quand est-ce qu'on le termine. Mais c'est à peu près 100 matchs par an et c'est entre 20, ceux qui jouent beaucoup, 20 et 30 tournois par an. Donc du coup, ça fait des rythmes très élevés. Et paramètre quand même important à souligner, c'est que ça n'a pas lieu au même endroit, dans les mêmes surfaces, dans les mêmes conditions. Donc il y a tous les voyages, il y a énormément de choses. Beaucoup de logistique. Beaucoup, voilà. Et donc tout ça fait que, à un moment donné, il faut en tenir compte. Et dans une programmation, c'est pas. À la fois, il faut programmer, c'est-à-dire qu'il faut se fixer pour moi des objectifs et des objectifs de développement, des objectifs de maintien, ainsi de suite. Et en même temps, on ne peut pas exactement planifier au jour J exactement ce qu'on veut faire, le contenu de la séance ou quoi, parce que un grand chelem, ça commence, ça dépend, il y en a certains qui commencent le dimanche. Ça m'est arrivé malheureusement l'année dernière où Grigor joue très tôt dans le grand chelem, dès le lundi, et puis le lundi à 15h, le grand chelem est terminé. Alors le premier point que j'entends là, qui est vraiment important, c'est qu'on ne renonce pas à la planification. Non. C'est pas parce que c'est compliqué, non. C'est pas parce que c'est presque impossible. Non. Qu'on renonce à la planification. Il ne faut pas. Moi, je pense qu'il ne faut pas et je ne veux pas dire oui, il y a trop de contraintes, on ne sait pas, donc du coup, je vais m'adapter et j'y vais entre guillemets au feeling. Non, il faut quand même avoir des lignes directrices via bien sûr des tests, via aussi l'observation, via toutes les prises d'infos qu'on peut récupérer. Mais il faut quand même avoir, au moins se donner des grandes lignes. Des grandes thématiques. Voilà, de telle manière à ce que dès qu'on a une opportunité, alors des fois l'opportunité elle est prévue à l'avance puisqu'on se dit à la fin du tournoi, il récupère et puis derrière on peut faire un bloc. Attention, un bloc, on n'est pas sur des 3-4 semaines, ça arrive une fois par an. On est microcycle, 5, 6, 7 jours, on est vraiment là-dessus. Ou alors quand il perd tout en tournoi. Tout en tournoi, comme le cas du Grand Chelem, perd le premier tour, le lundi à 15h c'est fini. Là on est à plus ou moins 15 jours, donc en termes de planification, on ne sait pas, voilà. Donc du coup se dire, quelques récup, et puis du coup finalement ça peut être, il faut que ce soit aussi vécu un mal pour un bien, de se dire, ok, voilà, j'ai perdu au premier tour, écoute, on va rebondir, on va pas aller… On a un programme d'entraînement par bloc qui à un moment donné prévoit des microcycles de compétition qui peuvent se transformer soit en microcycle de récup, soit en microcycle de développement. Voilà. Et ça, c'est de l'adaptation. Ça, c'est la deuxième chose que j'entends, c'est que, on ne renonce pas à la planification. Faut surtout pas. Mais deux, on sait qu'on est sans arrêt en train de s'adapter. Tout le temps, parce que même si, imaginons, il perd ou elle perd, je prends l'exemple de Grigor de ce que je vis quasi au quotidien, mais il perd, il y a eu 3 matchs faciles, on va dire, relativement faciles, et puis défaite au 4e tour. Finalement, l'impact du tournoi n'aura pas été si énorme que ça. À l'inverse, il a joué que 2 matchs, on pourrait se dire c'est moins, mais si c'est 2 matchs, comme là par exemple, il a vécu à Roland-Garros où il y a 4h30 contre Cilic, et puis après un match très intense contre Wawrinka qui perd avec 3 tie-breaks, l'impact, il y a moins de matchs, mais par contre l'impact physique et émotionnel aussi est extrêmement important. Donc du coup, il n'y aura pas les mêmes conséquences derrière. Donc c'est multifactoriel. On ne peut pas dire ok c'est ça. Il y a plein de choses à prendre en compte. Et du coup, derrière, il y aura les conséquences avec l'organisation effectivement des microcycles, des phases d'entraînement ou non. Alors avantage par rapport à certains autres sports professionnels, je pense je pense par exemple à certains sports co. On sait que l'équipe de France de rugby, des fois, est en grande difficulté pour trouver des endroits d'entraînement. Quand ils trouvent des moments, effectivement, des endroits d'entraînement pertinents, avec un centre suffisamment équipé. C'est quand même beaucoup de monde qui vient, il faut un certain nombre de poids. Il y a plein de… là, j'ai l'impression que globalement, vous pouvez vous entraîner dans de bonnes conditions. Ouais. Après, l'avantage
pour les top joueurs, hein, c'est que leur calendrier, à part quelques petites variantes, mais globalement, le 1er janvier, on sait exactement comment ça va se passer. Du 1er janvier, avec peut-être le Masters en novembre, mais globalement, du 1er janvier au 31 octobre, au 5 novembre, qui se termine par Bercy, on sait exactement les tournois qui vont être joués et tout. Donc ça c'est un avantage énorme. Et comme tous les ans, c'est les mêmes tournois qui reviennent, bah, du coup, on a en fait des bases d'entraînement dans lesquelles on sait qu'on aura des facilités à la fois terrain, balle, sparring, éventuellement là où il y a des regroupements de joueurs aussi, parce que bah, de temps en temps, c'est bien de se confronter aussi avec d'autres joueurs à l'entraînement pour s'habituer au rythme de la compétition. Parce que jouer avec des juniors, c'est très bien, mais il y a des fois où quand on veut faire des matchs d'entraînement, et puis quand c'est du top 50, bah, comme son nom l'indique, il n'y en a que 50 dans le monde. Donc les 50 ne s'entraînent pas au même endroit en même temps. Donc du coup, il y a aussi des pools de joueurs qui se retrouvent à certains moments, à certains endroits pour préparer les compétitions ou pour préparer l'année. Mais du coup, on a effectivement quelques bases aux États-Unis ou en Europe. Bon, comme on est européen, du coup, on retourne plus facilement à la maison au moment de la saison sur terre battue ou de la saison sur gazon. Mais sinon, effectivement, on a des bases qui sont plus soit les universités américaines si c'est aux États-Unis, parce que tout est facile, c'est facile. Ouais, aux USA, on a quand même des super conditions d'entraînement. Extraordinaire. Les salles sont exceptionnelles, aussi bien par la taille, aussi bien par le matériel que par l'atmosphère qui se dégage. C'est extraordinaire. Il y a tout ce qu'on peut imaginer, des phrases au mur. On rentre, on a juste envie d'envoyer une séance, quoi. C'est pas possible de se retenir. Pour le peu qu'on soit un peu sportif, les gens sont super accueillants, ils peuvent nous aider dès qu'on recherche des choses. Ils sont vraiment, cette notion de service, elle est exceptionnelle. Et les plateaux techniques de kiné, tout ce qui est en matière de récupération. Donc pour nous, et il y a les terrains à 50 mètres. Donc, ça, c'est un truc important, hein, j'imagine. Tout est sur place. Il y a peu de temps. Il faut optimiser. On peut pas se permettre d'avoir un endroit, les terrains, et puis après d'avoir un hébergement à un certain endroit, d'aller dans une salle à un autre endroit et ainsi de suite, parce que bah, 1 heure, ou trois quarts d'heure ou 1 heure de transport, tout de suite ça rajoute de la fatigue. Donc si on peut optimiser, et le cas des universités américaines, parce que par exemple aux États-Unis il y a pas mal d'académies un peu privées, il y a tout sur place. C'est le format campus. On peut manger, on peut jouer sur place, pas forcément dormir ou pas. Il y a tout, quoi. Il y a besoin de rien d'autre. Donc après il faut du budget, mais parce que évidemment il y a des équipements, il y a l'espace, il y a tout qui va avec, mais c'est extraordinaire pour s'entraîner, c'est que du bonheur. Donc du coup, si je comprends bien le programme d'entraînement, tu parlais d'une période de développement là, de 3 semaines, 4 semaines. Alors la fameuse période foncière que je déteste, qui est, quand je dis je déteste, c'est pas que je la déteste parce que je l'aime bien, parce que la priorité elle est plutôt axée, c'est cette période de 4-5 semaines qu'on a dans l'année, et elle est vraiment propice au développement des qualités physique. Bon, il y a l'entraîneur tennis aussi qui veut développer l'aspect technique. C'est souvent là qu'il y a des petits correctifs techniques qui interviennent parce qu'on est loin des compétitions. Donc, il y a aussi tout un équilibre à trouver. Mais cette période foncière, elle est un peu vécue. Tout le monde va dans la salle, tout le monde bosse, tout le monde s'envoie des cardio de rêve, des trucs. Et après, ça s'effrite un peu au fur et à mesure de l'année. Et donc, pour moi, effectivement, il y a ce mésocycle, on va dire, un peu choc. Mais il y a en permanence des microcycles de maintien qu'on doit avoir absolument tout au long de l'année, parce que garantir une qualité physique tout au long de l'année, c'est garantir plus des entraînements meilleurs et éventuellement plus de performances. Et c'est ce qu'on recherche, hein, d'être compétitif tout au long de l'année. C'est là où Grigor, il y a 1 an et demi, on avait fait tous en tant qu'équipe un bon choix, de se dire il avait perdu un peu plus tôt à l'US Open et on avait vraiment favorisé un microcycle de récup. Pour le coup, on ne s'était pas précipité et du coup, ça lui avait permis de finir la saison en pleine forme et arriver au Masters au pic. J'imagine que de plus en plus, le prep physique, il a un rôle sur la saison de récupérateur physique en fait. Ouais. De toute façon,
À l'époque, quand on regarde un peu l'évolution des équipes, ce qu'ils appellent des équipes, avant il y avait le joueur de tennis tout seul qui allait faire un petit footing, un peu de corde à sauter, 3-4 abdos et puis éventuellement des étirements, les années 80. Et puis au fur et à mesure, il y a le prep physique qui est arrivé, qui a commencé à faire des séances, donc, et ainsi de suite. Et puis là, ce qu'on voit arriver là et maintenant, c'est finalement la capacité à bien récupérer. Donc c'est vraiment le kiné qui a un rôle déterminant, surtout pendant les périodes de compétition, parce que c'est lui qui va faire en sorte que le joueur va bien récupérer et va pouvoir enchaîner des intensités élevées tous les jours s'il le faut, quoi. Donc, en termes de technique de récupération, du coup, vous utilisez des choses particulières en tournoi il y a, j'ai envie de dire, il n'y a rien d'extraordinaire, chacun a plus ou moins ses habitudes, mais c'est surtout des techniques relativement classiques, que ce soit sur la table de kiné, des étirements, du massage, ça va être du cooling, récup active, bien sûr la nutrition, voilà, des choses relativement simples, mais qui doivent être faites quotidiennement et bien faites. Oui, parce que tu parles du cooling, ça me fait penser à justement ces tournois qui sont joués dans des chaleurs hyper intenses, comme peut même l'être Roland parfois. Oui, des fois, surtout l'Australie. Mais l'Australie, c'est la folie, quoi. L'Australie, c'est... Moi, j'ai du mal avec la chaleur, mais j'étais au bord du cours à Brisbane l'année dernière, et donc j'étais au bord du cours, hein, j'étais debout, je ne bougeais pas, j'avais ma casquette, et en fait, ça coulait tout seul comme ça. C'est une gouttière, quoi, non-stop. Moi, ce que j'aime bien faire, c'est peser les joueurs avant l'entraînement et après l'entraînement, et voir justement quelles ont été les pertes. Et sur un entraînement de 3 heures de tennis, donc c'est de l'ordre de 40 degrés, voilà, hein, ça cogne vraiment très 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 fort, on se met la tête dans un four. Hein. Sur 3 heures d'entraînement de tennis assez intense, on était sur des pertes de 2,5 à 3 kilos en ayant bu 4 litres. Aussi bien boisson énergétique que eau, enfin 4 litres en ayant ingurgité 4 litres de liquide. En amont, tu as géré l'hydratation au maximum. Ouais, mais à un moment donné, on fait tout ce qu'on peut, mais de toute façon, il y aura une perte. Peut pas lutter non. On peut freiner le processus. Voilà. Le retarder un peu. Ouais, c'est ça. Mais c'est. Alors, vous utilisez quoi? Vous utilisez des gilets froids? On n'y est pas encore. Il y a souvent des poches. On voit au changement de côté, il y a des poches de glace pour justement arriver un peu à thermoréguler pendant les changements de côté. Donc ça, on l'utilise. Donc ça rejoint un petit peu les vestes de froid, mais c'est surtout ça. Et puis sinon. Casquette, hydratation, tout ce qui est électrolyte par rapport aux pertes liées à la transpiration. Donc voilà, beaucoup de choses comme ça. Et puis surtout optimiser, quoi. Sortir, s'entraîner, rentrer. Parce que Nous, on utilise beaucoup en sport auto, parce que c'est pareil, c'est un sport. Ouais. L'essentiel se passe en milieu extrêmement chaud, alors amplifié encore par la température dans l'habitacle quand on est en endurance. Et du coup, on utilise beaucoup ça, du pré-cooling avec les vestes. Notamment, nous, on utilise une marque qui s'appelle CryoVest qui permet de justement retarder le moment où on va commencer à vraiment transpirer, perdre de l'eau, perdre du coup les électrolytes. Ouais. Donc on utilise beaucoup ça en pré-récup finalement, quasiment. Ouais, en anticipant. Et des stratégies d'hydratation de plus en plus complexes, notamment sur les conseils de Chris Oswert, un ami commun, on utilise de plus en plus les granitas énergétiques, hein, on fait qui permettent justement de refroidir encore une fois le corps et en plus d'être absorbé plus rapidement. Mais ils avaient fait des expériences, ils avaient mis un œuf, on connaît un peu tout ça, mais un œuf sur le terrain de tennis, et la poêle, et puis il n'y avait rien à faire. Hein. L'œuf était tout seul. Donc quand on imagine les contraintes que ça représente, parce que c'est à la surface du terrain gigantesque, la chaleur qui est renvoyée, et des changements de direction en permanence, c'est l'impact. C'est pas juste un match de tennis, quoi. L'impact, il est multiplié par... Bon, c'est un coefficient qu'on ne connaît pas forcément, qu'on peut difficilement identifier, mais c'est gigantesque. Donc, effectivement, vous avez le temps de faire tout ça, faut de la préparation à la chaleur, du training en thermoroom, des choses comme ça? Alors, c'est pour ça que dans le cas particulier de l'Australie, donc en janvier, souvent, on fait un bloc, et tous les joueurs le font, c'est-à-dire que souvent, on a un bloc de prépa
qui est plutôt à la maison, parce que dès qu'ils peuvent passer du temps à la maison, alors en famille, c'est aussi important, parce que quand ils partent après autour du 15 décembre, après ils peuvent rentrer le 5 février à la maison concrètement. Donc il y a un premier bloc qui est plutôt dominante physique, qui est plutôt à la maison, où là les conditions sont, on va dire, normales. Ça dépend où est la maison, mais si c'est en Europe, même s'il fait froid, c'est pas grave. C'est pas la priorité. Et après, il y a une deuxième partie où là, effectivement, alors là, les joueurs se répartissent un peu. Ça peut être soit vers les Émirats, soit aux États-Unis, pour aller autour du 15 décembre à peu près, faire vraiment 10-15 jours dans la chaleur. Et faire une préparation un peu plus orientée, évidemment, tennis, et plus dans la chaleur. Et ça apporte un deuxième intérêt aussi, c'est qu'on coupe le voyage en Australie en deux. Ouais. Au lieu d'avoir 24 heures de voyage et de mettre quand même du temps avec le décalage horaire, on fait déjà un bout, on fait déjà 8-10 heures, on s'habitue, on s'acclimate progressivement, et après on a un deuxième bout. Ce qui fait que quand on arrive en Australie, on est beaucoup plus tôt opérationnel par rapport à... On est pré-acclimaté. Ouais, c'est déjà fait, quoi. Et ça, c'est essentiel. C'est de la planification, finalement. Ouais, complètement. Après, moi, j'ai testé aussi, parce qu'on ne peut pas toujours le faire, sur des joueurs ou des joueuses qui sont en termes de classement un peu plus faibles. Moi, ce que j'ai été amené aussi à faire des fois, parce que quand on regarde la météo, on va jouer en Thaïlande, il fait 35-40 degrés avec 90% d'humidité, on va faire quelques petites séances dans le hammam. Tout simplement. Et là, on obtient des bons résultats aussi sur la capacité, une fois sur place, à s'adapter. Séance très simple, dans le hammam, c'est tellement exigeant qu'on fait, mais ne serait-ce que déjà de rester dans un hammam, voilà, de s'exposer, ça peut être ne serait-ce qu'un peu de gainage, quelques exercices, mais déjà de s'exposer régulièrement la semaine avant des fortes chaleurs. Ça aide énormément sur l'après. Mais même en Europe, quand on fait des tournois juillet-août, des fois, on a des phases de canicule, il fait 40 degrés. Si on n'est pas prêt. Bien sûr, ouais. Après, il y a des différences aussi interindividuelles. Il y en a qui le supportent plus ou moins bien. Et donc, il faut le savoir aussi et il faut en tenir compte. Parce que de toute façon, il n'y a pas le choix. Il faut jouer. Il fait 35 degrés, il faut y aller quand même. Il n'y a pas le choix. Donc, il faut trouver les solutions en amont pour pouvoir s'adapter. Alors, gestion de la charge durant le tournoi, alors ? Oui, alors, donc il y a ces périodes entre les tournois, et puis pendant le tournoi, alors il y a deux types de tournois. Soit il y a des tournois sur une semaine, qui représentent la majorité du temps. Ça veut dire, ça peut être premier tour lundi ou mardi, et puis après ça enchaîne tous les jours, sachant que c'est des matchs en 3 sets gagnants, donc des matchs avec des formats plus courts, où là, en termes de physique, il y aura très peu de choses. Ça va être ce que j'appelle des bons échauffements, c'est-à-dire des vraies routines d'échauffement sur une demi-heure, 3/4 d'heure. Après, il y a le moment fort qui est le match. Quoi dedans dans l'échauffement ? Il y a de l'activation, il y a mobilisation avec le kiné, passif, mobilisation en actif. Et puis après, tout ce qui est renfort musculaire léger, à base d'élastique, haltères légères. Moi, j'aime bien réveiller au niveau neuromoteur avec un peu proprio, pas mal de choses comme ça. Et puis l'œil aussi, très important. Voilà, un petit peu de vitesse, de réaction, de réactivité. Et puis au niveau cardio, bien sûr, faire monter un petit peu la température corporelle. Et puis surtout, préparer spécifiquement le joueur à ce qui va lui arriver. Et que le premier point, on voit par exemple sur le gazon, ça paraît bête, mais le premier jeu du match, il est super important. Parce que si on peut prendre l'avantage tout de suite et prendre le service de son adversaire dès le premier jeu, ça fait 1-0 pour nous, c'est à nous de servir. A priori, ça fait 2-0. Ça lance le match. Ça lance tout de suite le match, ça montre à l'autre qu'on est tout de suite prêt. Et donc du coup, le premier set, si tout va bien, on va dire, le premier set, il est plié. Donc c'est déjà énorme. Et ça, c'est quelque chose de super important. Donc l'échauffement d'avant-match est très important. Après, moi, ce que j'aime bien faire, après le match, bien sûr, il y a toute la récupération, ainsi de suite, mais avant, moi, ce que j'aime bien, tout dépend évidemment de la longueur du match. Le match qui a duré 4h30, on ne va pas faire énormément de choses après, mais un match qui a duré 1h30, 2 heures, j'aime bien faire toujours, en fonction des objectifs, un peu de travail préventif. 1/4 d'heure, pas long, 1/4 d'heure, 20 minutes, mais j'aime bien toujours conserver quelque chose. Déjà pour renforcer aussi psychologiquement, c'est important que le joueur sente qu'il fait un petit extra
pour sa confiance, ça c'est très important, et puis pour des raisons tout simplement préventives, d'optimiser encore les qualités physiques, et surtout dans cet objectif que les qualités physiques au fur et à mesure du tournoi ne tombent pas. Et ça c'est un vrai défi, parce que si on rajoute un quart d'heure tous les jours, 20 minutes tous les jours, et ben, au bout de 6 jours, et ben, c'est un volume d'entraînement finalement, peut-être pas très intense, mais qu'on aura quand même fait et qui permettra aux joueurs de perdre. Parce que de toute façon, moi ce que j'ai remarqué avec les années, c'est qu'un joueur qui part sur une tournée de 3-4 semaines de tournoi et qui revient, il a forcément sur ses qualités physiques intrinsèques un peu perdu, plus ou moins, en fonction de son entraînement. Mais le tennis en lui-même fait progresser au tennis, mais sur les qualités physiques pures, on ne maintient pas les niveaux de force. Non, on ne maintient pas. Il y a une petite baisse. Alors après, si de temps en temps, il y a des petites séances de rappel, on arrive à avoir aussi courte soit-elle, voilà. Ça permet quand même. Et ça, c'est quelque chose d'essentiel. Tout est bon à prendre, quoi. Tout. On est dans une stratégie où il faut optimiser chaque parcelle de temps. Complètement. Donc ça c'est vraiment les tournois, les types de tournois à la semaine. Et maintenant, sur les cas des grands chelems où il y a un jour sur deux, tout dépend comment était le tournoi, le match de la veille. Mais là, on a quand même un jour entre les deux où finalement, soit on peut rajouter, on va dire pareil, une demi-heure de séance physique pour continuer à entretenir et à maintenir. Si le match de la veille a été vraiment très intense et on sait qu'a priori, le match du lendemain va être aussi très intense, dans ces cas-là, c'est vraiment, on va à l'essentiel, c'est jouer, s'échauffer, évidemment, jouer, récupérer, on rentre à la maison, basta. Le moment, c'est vraiment le moment fort à chaque fois, ces 4 grands chelems, c'est les moments où tout le monde veut bien jouer et on sait qu'il y aura une charge physique, émotionnelle et assez importante, on va dire, et du coup, c'est ces moments-là où il faut vraiment doser et juger quel va être l'intérêt. C'est-à-dire qu'à un moment donné, est-ce que ça va être intéressant pour moi de recharger, de refaire une séance, ou alors est-ce qu'au contraire, j'ai rien à y gagner, quoi. Et je vais plus créer de la fatigue que finalement optimiser pour le lendemain. Donc c'est ces questions en permanence qu'il faut se poser, sachant qu'il y a des tournois où bon, c'est plus facile sur gazon, les échanges peuvent être plus rapides, ou voilà, certains tournois où il y a quand on est sur terre battue et qu'on joue Wawrinka et que le match d'après on joue Dominic Thiem et qu'éventuellement dans son tableau on a Rafael Nadal, on va chercher à optimiser, quoi. Ouais, c'est pas pareil. On peut comprendre. Ouais. Ok, merci pour ce partage, c'est hyper intéressant. Avec plaisir. Ça désacralise un petit peu la planification en se disant bon, il faut pas non plus s'agiter le bocal avec les bouquins plus que ça parce qu'à un moment donné on fait ce qu'on peut. Oui. Et en même temps, ça la replace dans son rôle essentiel qui est d'anticiper sur tout, d'optimiser tout. Oui. Et donc, elle reste essentielle. Absolument. Merci, à très bientôt. À bientôt.